Cet épisode a été monté par Vincent Cataigne. Il en a conçu la musique du générique et la réalisation sonore. Attendre quelqu'un qui ne vient pas, regarder son ombre, prendre une photo sans sujet, déambuler la nuit sans rien en tête de précis, recréer les conditions d'un échec passé, puis se réinventer, jusqu'à ce que cela devienne une histoire. Cela pourrait être l'amorce d'un atelier d'écriture. Ce sont les instructions de l'écrivain Daryl Lee sur la carte qui accompagne son essai The Inventors, publié en 2023 par la maison d'édition singapourienne Rosetta Culture. Je suis Julie Moulin. Vous écoutez Marcher entre les lignes. Je ne sais plus comment j'ai rencontré ce livre. Je me souviens l'avoir offert à mon amie Marie-Diane Messirel parce qu'il y avait un long chapitre consacré au jardin botanique. J'avais pris en photo quelques pages avant de le lui offrir. Je me souviens être assise au Din Tai Fung sur Plumber Orchard Road. Qu'est-ce que je faisais là toute seule ? Je n'attendais personne. Je me souviens être allée plus tard écouter Daryl Lee à la librairie Book Bar. J'ai retrouvé la date de cette rencontre dans un carnet. C'était le 30 juin 2024. Daryl Lee présentait son deuxième ouvrage, Tenderly Tenderly. Mais moi, je lui avais acheté The Inventors, toujours à cause des jardins botaniques. Les quelques pages que j'avais prises en photo et lues m'avaient émue. Je voulais désormais tout lire de cette promenade méditative dans les allées vertes, luxuriantes et moites des jardins. Et je trouve amusant, maintenant que je l'ai lu, de ne pas me souvenir du moment où j'ai découvert ce livre. The Inventors, les inventeurs, est un recueil de textes et de considérations circulaires. On peut choisir de le parcourir selon l'itinéraire qui nous sied. Je l'ai lu et relu en entier pour la beauté de la langue, l'articulation savante de la pensée, les considérations de l'auteur sur l'écriture et les endroits où il me conduisait. D'abord, on mange. La nourriture à Singapour, c'est sacré. Daryl Lee nous explique qu'en mandarin, on ne dit pas « How are you ?» « Ça va ?» Question rhétorique à laquelle tout un chacun répondra « Ça va ?» même si on ne va pas bien du tout. Non, en chinois, la politesse veut que l'on demande à quelqu'un s'il a mangé. Une salutation moins ambitieuse, comme l'écrit l'auteur, mais essentielle. On s'intéresse à un besoin vital. Or voilà Daryl Lee embarqué dans une performance d'art contemporain autour de la cuisine nationale. Le pauvre est dans tous ses états, car il est séparé de l'ami avec lequel il était venu. On cerne rapidement le personnage, un homme embarrassé et angoissé. Daryl Lee fait connaissance avec une jeune femme, s'interroge sur l'amitié qui peut en découler, se souvient de l'échec d'une relation ancienne et se demande si les choses auraient pu se passer autrement. Son amertume et son malaise sont accrus par les plats qu'on leur fait goûter. The first course was a take on chicken rice, often described as Singapore's national dish. Le repas débute par l'iconique chicken rice, du poulet bouilli avec du riz blanc. Or ce n'est pas le chicken rice que l'auteur a l'habitude de manger dans les hawker centers de Singapour. On lui en sert une version lyophilisée, futuriste et minimaliste. La performance consiste à goûter l'absence, à faire l'expérience de ce qui disparaît. Le dîner se poursuit avec un carrot cake du même acabit. Je précise pour les non-initiés que le carrot cake ne contient pas de carottes, comme sa dénomination le laisse supposer, mais des navets. Puis vient le tour du laksa. Le laksa est une soupe de nouilles à base de lait de coco, de crevettes et de poissons, avec des épices et du curry. Le laksa, explique Daryl Lee, est un plat national à la croisée de différentes traditions culinaires, notamment chinoises et malaises. Un plat très symbolique donc à Singapour, qui se veut un état multiculturel. On présente le laksa presque comme quelque chose d'inévitable, écrit Daryl Lee, comme une soupe qui aurait été toujours là, alors que le laksa est né d'une série de coïncidences, d'événements aléatoires et fortuits. Alors ce soir-là,
le Laksa ressemble à des nouilles instantanées. Et Daryl a de plus en plus faim. « As-tu mangé ?» pense-t-il. Je parle là-bas. Au sortir de cette comédie, alors qu'il quitte la jeune femme qu'il ne reverra sans doute plus jamais, Singapour lui paraît soudain étrange. Daryl se demande « Cette histoire que je me raconte, que je raconte là encore, est-ce qu'à force de la raconter, elle ne produit pas une autre réalité ?» Autre chapitre, autre lieu. Nous voici à Bras-Basah, près de la Bibliothèque nationale et de l'hôtel Raffles. Daryl nous dit qu'en chinois, on appelle ce complexe de 25 étages aux murs peints en blanc et rouge la Cité des livres. Construit en 1980, les 4 premiers étages surplombés d'un HDB ont abrité de nombreuses librairies chinoises. Le grand-père de Daryl les conduisait enfant pour choisir des livres. L'auteur en a de vagues souvenirs, alimentés par les récits des adultes. Quand il y retourne, c'est un dédale dans lequel il se perd, presque inquiétant. Bras-Basah prend sous sa plume une dimension mythique. Ce lieu, lié à l'histoire de l'édition et de la diaspora chinoise à Singapour, est hanté de fantômes, nous dit-il, de souvenirs personnels et de souvenirs collectifs. Vient enfin le tour des jardins botaniques. Daryl y obtient en 2015 une résidence d'écriture. Mais au lieu d'écrire, il déambule dans les allées, mouillant sa chemise, éprouvé par la moiteur accrochée à la végétation profuse. Il discute avec les employés, se souvient d'un rendez-vous manqué, de photos de ses parents ou de lui-même quand il était enfant, à propos desquels il ne peut que spéculer. Les jardins sont un lieu de possibilité et d'impossibilité, écrit-il. Un entre-deux. Gardens are sites of tension, positioned between the natural and the man-made. Les jardins sont des lieux de tension, écrit-il, entre la nature intouchée et celle façonnée par l'homme, entre la fiction et le réel. Et de revenir sur la dénomination de Garden City, ville-jardin, que l'on accole à Singapour. Even though the country has been termed the Garden City, it's more a city infiltrated by the greenery of a garden than a garden itself. Le pays est davantage une ville dans laquelle le jardin s'infiltre qu'un jardin lui-même. Le jardin, écrit-il plus loin, est un lieu à part, détaché des zones urbaines. Il fait naître chez celui qui l'arpente le sentiment d'être à la fois ici et ailleurs. Le terme de ville-jardin date de 1967, explique-t-il, quand le fondateur de Singapour, Lee Kuan Yew, lance une campagne de végétalisation du pays. 4 ans auparavant, il avait déjà ordonné la plantation massive d'arbres dans toute la ville. Les jardins botaniques, en tant qu'institution, vont alors jouer un rôle essentiel en termes de recherche et d'expertise. Encore aujourd'hui, ils participent à la réalisation de cette vision de ville verte. Leur fonction va même plus loin, poursuit Daryl Lee. Aux premières années de Singapour, les jardins ont contribué à la construction de la nation. Afin de parvenir à l'harmonie raciale cruciale pour la cohésion de ce tout jeune pays, je reprends les termes de l'auteur, Lee Kuan Yew inaugure la première édition du People's Variety Show, des concerts tenus dans les jardins botaniques pour célébrer le peuple. Les jardins font partie de l'histoire intime de chaque Singapourien. Ils sont un lieu de souvenir, une archive, écrit Daryl Lee. Symboliquement par la mémoire, mais aussi concrètement, en abritant par exemple des espèces d'arbres en voie de disparition. Daryl Lee marche. Il se donne une contenance. « My walk is my performance », écrit-il. En déambulant dans les allées, il recrée le jardin. Il lui donne une autre forme, il lui offre une autre vie. C'est ce passage que j'avais pris en photo. I go to the garden in search of I. Je vais dans le jardin à la recherche de moi-même. Je me souviens pourquoi ce passage m'avait interpellée. Il y a 4 ans, à bout de ne pouvoir sortir de chez moi, j'ai demandé à mes enfants de m'accompagner au jardin botanique. Nous avions emprunté un fauteuil roulant au Visitor Center. Oui, à Singapour, c'est incroyable. On peut emprunter des fauteuils pour arpenter les parcs.
Je me souviens qu'au milieu des orchidées, je m'étais mise à pleurer. Nous avons tous une histoire avec les jardins. In these gardens, I find traces of myself from all stages of my life. Traces that I've failed to remember and traces I will never forget. Dans ces jardins, je trouve des traces de mon passage à toutes les étapes de ma vie. Des traces dont il m'est impossible de me souvenir et d'autres que je n'oublierai jamais. Nous comblons les blancs avec le langage. Even if all writing is fabrication, at least all writing is true. Si l'écriture est toujours création, du moins elle est véritable. In writing, we carve paths to walk on. En écrivant, nous dessinons des sentiers sur lesquels nous marchons. Parce que nous sommes incapables de nous souvenir précisément, nous nous inventons des histoires. Nous nous inventons. The Inventors est une promenade dans les allées de la création. Dans le cadre de cette résidence d'écriture, Daryl Lee rencontre des employés des jardins. Il y a Elango, un arboriculteur en charge de planifier les plantations, maître d'œuvre de cet équilibre fragile entre le sauvage et l'esthétique. Et David, qui crée des hybrides d'orchidées. Il y a tout un passage qui ravira les amateurs de fleurs. L'emblème de Singapour est une orchidée hybride, la Vanda Miss Joaquim. Elle peut mesurer jusqu'à 50 cm. Sa fleur est un mélange exquis, nous dit Daryl Lee, de pourpre, de rose et de blanc. Elle a été nommée d'après une horticultrice singapourienne d'origine arménienne, Agnès Joachim, qui l'a cultivée en 1893. Elle est choisie comme emblème national en 1981. Continuons de marcher. Traversons la pelouse jouxtant le Swan Lake, le lac des cygnes. Puis arrêtons-nous à l'ombre de l'arbre Tambuzu, bien connu des Singapouriens pour figurer sur leur billet de $5. Pénétrons enfin un après-midi brûlant dans la forêt primaire. Similarly, one afternoon, I walked up the path leading into the rainforest. I think I spotted the rather small and unassuming sign indicating the entrance, and I couldn't remember ever being within the rainforest before. J'imagine que j'avais repéré le panneau indiquant le sentier. Je ne me souvenais pas être jamais allée dans cette forêt. Je ne savais pas trop où j'allais, ni où j'aboutirais, à cause des arbres tout autour. J'appréciais leur ombre car il faisait très chaud ce jour-là. L'air dans la forêt primaire semblait un peu moins lourd. Le chemin était fait de planches de bois et se séparait par endroits. Je ne réfléchissais pas trop à mon itinéraire. Je m'efforçais de saisir les détails. Quand j'arrivai par hasard devant le figuier de Johor, à mi-chemin, je décidai de faire une pause. J'ai l'impression d'avoir vécu exactement la même chose. Une fois, je me suis aussi aventurée, seule, cette fois sans fauteuil, dans cette petite portion conservée de forêt. Petite, mais je n'en sortais pas. Et je voyais le moment venir où mes jambes allaient céder. Je serais restée là, par terre, avec les coqs sauvages, les écureuils, les cigales énervées et les oiseaux piaillant d'indifférence. Heureusement, comme Daryl Lee, à un moment donné, j'étais tombée sur l'immense figuier de Johor. Et comme Daryl Lee, je m'étais assise sur ce banc au pied de l'arbre, le temps de me reposer et de contempler le figuier magnifique. Daryl Lee raconte essayer de le prendre en photo. Mais il est impossible de saisir en entier cet arbre tellement il est immense. Daryl Lee est fasciné par les racines verticales, à la manière dont elles semblent parallèles et pas tout à fait non plus. Il finit par prendre des photos de différentes sections du figuier. Puis il se rassoit sur le banc, lève les yeux pour embrasser la canopée, autorisant l'arbre à prendre forme dans sa mémoire. Les jardins sont un écosystème de souvenirs, écrit Daryl Lee, et les souvenirs des spectres aux contours immatériels. Les jardins ont leurs fantômes, ceux de l'occupation japonaise n'étant pas les moindres. C'est son grand-père qu'il définit comme une géographie du temps, a geography of time, qui lui raconte ses souvenirs de la guerre dans un autre texte. Les fantômes, écrit Daryl Lee, n'hantent pas des lieux mais des moments. Ils sont une blessure dans notre être, a wound on our being, comme les cicatrices que les passants gravent sur les écorces des arbres. Toute histoire est une histoire de fantôme, chaque histoire un fantôme.
Darelli se définit comme un spécialiste de l'échec, a specialist in failure. En amour, en amitié, en littérature. Pendant des années, ses écrits restent inachevés ou ne sont pas publiés. Il éprouve de la peine et de la frustration, torturé entre sa mémoire faillible et sa production littéraire insatisfaisante, incapable de rendre compte de la vérité des choses. And the gardens remain still, keeping their secrets, though sometimes affording as much as a whisper or an echo. Et les jardins restent immobiles, conservant leurs secrets, nous gratifiant seulement parfois d'un murmure, d'un écho. How are you? Ne cesse-t-il de se demander. Écrire, n'est-ce pas demander au lecteur « Comment vas-tu » ? My writing is not merely an object, but a path, and with the faith that it will inevitably lead me to you again, I walk trails paved with fallen leaves and forgotten rain. Perhaps just to see you again. Perhaps just to say hello. Mes écrits ne sont pas juste des objets, mais un chemin, et persuadé qu'ils me mèneront inévitablement à toi de nouveau. J'arpente des sentiers couverts de feuilles mortes et de pluie oubliées. Peut-être juste pour te voir une fois encore. Peut-être juste pour te dire hello. C'est beau, non ? J'ai donné rendez-vous à Darelli dans la vaste cafétéria de la Bibliothèque nationale. Et ce jour-là, la spécialiste de l'échec, c'est moi. Les interviews de Raphaël Mizrahi en comparaison de ce que j'ai fait, c'est de la chicorée. 2 employés de ménage passent l'aspirateur dans un couloir adjacent. Ça fait un vacarme pas possible. Même la musique d'ambiance est plus forte que d'habitude, sans doute pour couvrir le bruit. Et moi, je n'ai pas de solution de repli. J'allume mon enregistreur pour mesurer les dégâts. Et là, l'icône de la batterie affiche une barre carrément rachitique. Darelli arrive. Est-ce que j'ai pris les mauvaises piles ? Je l'accueille. Nous commandons un chocolat chaud. Mais quelle pile ! Hors micro, je lui dis avoir suivi sur les réseaux sociaux ses 3 mois de résidence d'écriture dans l'Ohio. Il me reprend. C'était dans l'Iowa. Comment ? Mon cerveau n'intègre pas. Je lui demande de m'épeler. I-O-W-A-O. Oui, bien sûr, l'Iowa. Oh, la honte. Je pense aux piles, à la musique, à ma jambe qui me lance depuis la veille. On se rassoit. Je jette un coup d'œil dans mon sac. J'ai confondu l'emballage de la 2e carte mémoire avec celui des piles de secours. Je n'ai même pas de pile de rechange. La bleue. Mon enregistreur s'éteint, forcément. Je promets à Darelli que ce n'est pas une blague, qu'il n'y a pas de caméra cachée, ce qui est encore une fois complètement stupide parce qu'à Singapour, vous l'aurez compris, il y a des caméras partout. Le pire, c'est que tout ça me fait rire. Bref, j'ai enregistré Darelli avec mon téléphone et je suis vraiment désolée pour le son des lectures. Après ça, du moins, nous avons échangé plein de vidéos marrantes sur des gags d'interviews ratés. Hello, Daryl. Hi. Thank you for coming to the National Library. How are you? Good. I've just come back from the US. A bit of a in-between moment in my life right now. And have you eaten? I've had a late breakfast. À la question « Comment allez-vous ?», Darelli me dit se sentir dans un entre-deux depuis son retour des États-Unis. Entre 2 pays, 2 emplois et 2 projets d'écriture. À la question « Avez-vous mangé ?», il a pris un petit déjeuner tardif. Je lui demande de me le dire en chinois. Nous parlons un moment de Duolingo et de l'intelligence artificielle, puis je lui fais remarquer que cette idée de in-betweenness, d'entre-deux, est très présente dans son travail. Very recently I finished a new essay about translation, and a lot of it's just about that idea of being in between the languages and therefore being unable to fully inhabit, I think, one language or the other, one language identity or the other. Darelli m'explique avoir récemment terminé un essai sur la traduction. Une grande partie de sa réflexion tourne autour de cette idée d'entre-deux langues. Quand on est entre 2 identités linguistiques, on n'en habite complètement aucune, me dit-il. Lui parle l'anglais et le mandarin.
Son travail consiste souvent à traduire de l'une à l'autre des choses moyennement intéressantes. Mais depuis peu, il traduit de la poésie chinoise et ça lui plaît. Lors de sa résidence d'écriture dans l'Iowa, Darryl s'est aussi entraîné à traduire à partir d'une langue qu'il ne comprenait pas, en l'occurrence le japonais. My mother doesn't speak English, Okay. and my father doesn't speak Mandarin. so I speak English to my father and Mandarin to my mother. And then between them, they speak Cantonese. Darryl me raconte une anecdote à propos de sa famille. C'est assez incroyable. Sa mère ne parle pas anglais, tandis que son père ne parle pas mandarin. Si bien que Darryl parle mandarin à sa mère, mais anglais à son père. Et ses parents, entre eux, se parlent cantonais. Lui comprend le cantonais, mais ne le parle pas vraiment. C'est tellement singapourien, ce dont il convient. So my father's side of the family is Hakka. Sa famille paternelle est plus précisément d'origine Hakka. Les locuteurs de ce dialecte viennent du sud de la Chine et de Taïwan. Darryl ne parle pas la langue de ses ancêtres paternels. Le Hakka s'est éteint chez eux avec son grand-père. Sur son site internet, il se définit comme un adorateur de curry PNG. Nouvelle gaffe. On ne dit pas PNG, mais Peng. It's curry rice. What? Curry peng. It's Hokkien for rice. Le curry Peng, c'est du riz au curry, m'explique en riant Darryl. Peng, ça veut dire riz en Hokkien, un autre dialecte chinois très répandu à Singapour, mais qu'il ne parle pas du tout. Et donc maintenant, il se sent à cheval entre Singapour et les États-Unis. Je lui demande de me parler de cette résidence d'écriture dans l'Iowa qu'il a occupée tout l'automne. I grew a lot as a writer, I feel. Cette résidence l'a fait grandir en tant qu'écrivain, me dit-il. Le Darryl que j'ai en face de moi n'est plus tout à fait celui que j'ai rencontré dans The Inventors. Il a appris et gagné en confiance en lui au contact d'autres auteurs. À Singapour, ses écrits ne sont pas toujours bien compris, me confie-t-il. Il se dit lui-même un outsider sur la scène littéraire locale. Avec cette résidence d'écriture, il voulait savoir dans quelle mesure son travail pouvait s'intégrer à un paysage littéraire plus vaste. I think for me, a lot of it was understanding how my work fits into the wider Aux world. États-Unis, aux côtés d'écrivains remarqués, il a fini par trouver sa place et à mieux comprendre l'essence et la portée de son œuvre. Il y a chez Darryl une fictionnalisation de soi, mais surtout une réflexion autour de la littérature. Les autres résidents lui ont d'ailleurs demandé de leur donner une masterclass sur cette notion d'échec qui traverse tout son travail. Avec 2 livres publiés et un recueil de nouvelles à paraître en avril, est-il encore un spécialiste de l'échec ? I think that's still fine. Le fait d'être publié n'efface pas les autres échecs, me dit-il. Plus tôt dans la journée, me confie-t-il, on lui a refusé un texte. Mais ce n'est pas le plus important. Le véritable échec pour lui, c'est plutôt de ne pas réussir à mener un projet, de ne pas être à la hauteur de son ambition. Cela ne veut pas dire qu'il faille abandonner, seulement qu'il faut chercher encore. The nature of aspiration implies that, like creative aspiration, implies that there will always be things you will fail to. Cela fait partie du processus de création. Essayer, échouer, persévérer et au final, avancer. You have to risk that failure in order to move forward. Il faut prendre le risque d'échouer. C'est pour ça qu'il préfère le terme d'essai à celui de non-fiction pour qualifier ses 2 premiers ouvrages. À Singapour, ce que l'on dénomme non-fiction sont surtout des autobiographies, des ouvrages historiques ou encore des récits de voyage, me dit-il. An essay meaning to attempt to say something. Un essai, reprend Darryl, est une tentative de dire quelque chose. Il n'y a pas de réponse, rien à démontrer. Tout le contraire, me dit-il, des dissertations, des essais qu'on lui faisait écrire pendant ses études. En littérature, à quoi bon écrire si l'on sait déjà quoi obtenir ? Je pourrais parler des heures avec lui de ce sujet. Ceux qui me connaissent savent combien j'ai mal vécu d'avoir un manuscrit rejeté au printemps dernier, et en même temps où cet échec m'a conduit à ce podcast. But the trouble with literature is it's mostly a print medium. And so there is a sense that it's completed, right? Or it's already finished. It's the best version of what it's going to be.
I don't really like that. Nous discutons de la rencontre d'un texte avec ses lecteurs, de ce « How are you » lancinant. Le problème avec la littérature, me dit Daryl Lee, est qu'elle est un vecteur de communication imprimé. Cela donne le sentiment que le texte est fini, qu'il en est la meilleure version possible. Cela ne correspond pas à sa manière de voir les choses. C'est pourquoi il date ses textes, comme dans The Inventors, de la résidence au Jardin botanique en 2015 à la tentative de journal pendant le confinement en 2020, par exemple. Un écrit est rattaché à une période donnée. Il aime donc lire ses textes sur scène. Il leur redonne vie, d'une autre manière, à destination d'un nouveau public. Je veux savoir quelle place occupe exactement Singapour dans son œuvre. Daryl Lee me dit ne pas être attaché à son pays comme un élément constitutif de son identité. D'ailleurs, quand il doit se définir, il se demande à chaque fois ce qu'il y a en lui de singapourité, Singaporeness. Singapour, c'est chez lui. C'est là qu'il a grandi, que sa famille et ses proches vivent, et qu'il vit lui-même. Mais il se sent bien aussi à l'étranger. Ce que représente pour lui son pays est donc une question qu'il se pose souvent. This sort of chain of like coincidences partly accounts for who I am or how I came to be. But what does it even mean, right? Like in terms of like what does it mean for your identity? I've never been to my grandfather's hometown. I don't even know how much of it he never went back after he went to Malaysia. So I don't even know how attached he was to it. Son grand-père maternel venait de Chine. Cet aïeul a émigré seul à 13 ans en Malaisie pour fuir un père violent. Daryl Lee utilise le terme de miraculeux quand il parle de son destin, car les conditions de voyage étaient infâmes. Si tu étais malade en bateau, me dit-il, on te jetait par-dessus bord. Chine, Malaisie, puis c'est au tour de sa mère d'émigrer à Singapour, où elle rencontrera le père de Daryl Lee. Cet ensemble de coïncidences font partie de ce qu'il est. Elles l'ont produit, me dit-il. Qu'est-ce que cela implique dans la définition de ma propre identité ? Se demande-t-il dans l'extrait que vous venez d'entendre. Il n'est jamais allé dans le village d'origine de son grand-père, qui n'est jamais retourné chez lui. Il ne sait pas dans quelle mesure cet ancêtre y était attaché. Quelle place occupe la Chine ? Quelle place occupe la Malaisie dans sa vie ? Il en a fait un texte publié dans l'anthologie The Second Link, consacré à Singapour et à la Malaisie. Je lui demande ce qu'il pense des changements incessants à Singapour. « Les gens n'ont pas le temps de s'attacher au lieu, me répond-il, tout va trop vite. C'est pourquoi les jeunes, comme lui j'imagine, ne se sentent pas forcément de racines. Mais c'est un problème qui dépasse Singapour. Nous sommes dans des registres de temps conflictuels, m'explique-t-il. En plus de nos cadences de travail, la succession de désastres dans le monde ne nous laisse pas le temps de donner du sens à notre vie quotidienne. Quant à Singapour, si on prend le temps de regarder, me dit-il, rien qu'autour de nous, près du Raffles et de Bras-Basas, il y a des traces du passé partout. La question est, qu'est-ce que cela signifie pour nous ? Last question. Why do you define yourself as non-stick panda? That was just for fun. Sur les réseaux sociaux, il se fait appeler non-stick panda. Le panda, parce que c'est l'animal le plus inutile qui soit, m'explique-t-il, et non-stick pour le jeu de mots, parce que non-stick pan est une spatule non adhérente. On en revient à la nourriture. Merci Daryl d'avoir joué le jeu de cette tentative d'interview. Tu vois, c'était un essai. C'est devenu une histoire. Thank you, Daryl. Oh no, thank you. Cet épisode a notamment vu le jour grâce à Charles et Johanna Gélins-Perché, Carla Thomé, Stéphanie Leparmentier, Olivier Castagnette, Lucille Perron-Lopez, Jérémy Decroux, Pascal Chouet, Maëlys Lacour, Marie-Astrid Prache, Colette Moulin-Berger, Éric Fontana-Rava, Dominique Hubert, Chloé Delaubier, Fabienne Fourque, Daphné Pic, Geneviève Munier, Alexia Alonzius, Manuela Moulin, Gérard Larrivé, Éléonard Bourdon, Delphine et François Tory, Olivier Marchesy, Vincent Cadenne et Aglaé Bellinck. Merci.
La prochaine fois, je vous apprendrai à nager avec The Campbell Gardens Ladies Swimming Class de Vrushali Journakar.